20 mai 2011. 3 motards sont entrés dans un atelier de pneus à Maasmechelen, Belgique. En quelques minutes, les 3 ont été abattus et leurs corps ont été jetés dans un canal. C'est la guerre des bikers belges. Et pendant plus de 2 décennies, la Belgique est devenue une zone de guerre. 3 des gangs de motards les plus dangereux au monde se sont battus pour le contrôle. Ils ont transformé des rues paisibles en champs de bataille et ont tué quiconque se mettait en travers de leur chemin. Ceci est l'histoire des Hells Angels, des Outlaws et des Bandidos. 3 gangs sont entrés en Belgique. Un seul en est sorti vivant. Tout a commencé en 1997, lorsque les Hells Angels ont jeté leur dévolu sur la Belgique. Le plus grand gang de motards au monde avait déjà des chapitres dans plus de 60 pays et était profondément impliqué dans la drogue, les armes, la violence et le crime organisé. Leur arrivée n'a pas été soudaine. Cela a commencé en 1989, lorsqu'un groupe de motards belges a formé MC Belgium, portant des écussons noirs et blancs. Pendant 8 ans, ils ont fait leurs preuves. En 1995, ils sont devenus des Hangarounds, autorisés à fréquenter les Hells Angels, mais pas membres à part entière. En 1996, ils sont passés au statut de prospect, à un pas de l'adhésion complète. Puis, le 15 juillet 1997, MC Belgium est officiellement devenu un chapitre complet des Hells Angels. Les couleurs rouge et blanc étaient maintenant en Belgique. La police savait que c'était des ennuis, mais ils n'avaient aucune idée à quel point cela deviendrait violent. 1999. La Belgique interdit les Hells Angels. Seulement 2 ans plus tard, la Belgique a fait quelque chose de sans précédent. En mai 1999, un tribunal de Gand a déclaré les Hells Angels illégaux, faisant de la Belgique le premier pays à les interdire complètement. Le tribunal a qualifié les Hells Angels de milice privée, ce qui est illégal selon la loi belge. Les autorités espéraient que l'interdiction les arrêterait. Ce ne fut pas le cas. Les Hells Angels sont passés dans la clandestinité, devenant plus dangereux, plus violents et encore plus déterminés à contrôler la Belgique. Seulement 2 mois avant que les Hells Angels ne soient interdits, un autre gang est entré en Belgique. Le 5 mars 1999, l'Outlaws Motorcycle Club a ouvert son premier chapitre belge à Mechelen. Les Outlaws étaient plus anciens que les Hells Angels, fondés en 1936 aux États-Unis, et ils détestaient les Hells Angels avec passion. Leur rivalité était à la fois territoriale et personnelle. Avec les 2 gangs maintenant en Belgique, l'effusion de sang était inévitable. Les Hells Angels se sont développés de manière stratégique, créant un club satellite appelé les Red Devils. Au début des années 2000, ils contrôlaient la Belgique, avec leur chapitre principal, le South Crew, à Bergen, et 10 chapitres Red Devils, à travers Kalmthout, Hout-Hulst, Ingelmunster, Gavere, Doornik, Limbourg, Liège, Bruxelles, Alter et Ghent. 15 clubs au total. Ils étaient fermement la plus grande organisation de motards du pays. Les Outlaws, cependant, construisaient leur propre réseau et refusèrent d'être évincés. Le décor était planté pour la guerre. Les Bandidos, un 3e front, s'ouvre. Un 3e gang est entré en Belgique, le Bandidos Motorcycle Club, fondé au Texas en 1966 et connu pour leur logo Fat Mexican. Ils étaient l'un des plus grands gangs de motards au monde. Les Bandidos sont arrivés en Belgique au début des années 2000, commençant modestement avec un chapitre et 2 clubs de soutien, connus sous le nom de Compadres. Mais ils n'étaient pas nouveaux à la violence européenne. La guerre des bikers nordiques. De 1994 à 1997, les Bandidos avaient combattu les Hells Angels en Scandinavie, dans ce qui est devenu connu sous le nom de Grande Guerre des bikers nordiques. Ils ont utilisé des lance-roquettes, des missiles anti-chars, des voitures piégées, des mitrailleuses et des grenades à main. Le 10 mars 1996, à l'aéroport de Copenhague, les Hells Angels ont tendu une embuscade aux membres des Bandidos revenant d'une conférence de motards. 6 Hells Angels ont ouvert le feu, tuant un membre des Bandidos et en blessant 3. Le 6 octobre 1996, les Bandidos ont riposté en tirant une roquette anti-char sur une fête au clubhouse des Hells Angels à Copenhague, faisant 2 morts et 19 blessés.
La guerre a fait rage pendant 3 ans, faisant 11 membres de gangs morts et 74 autres ciblés pour meurtre. La violence n'a cessé que lorsque les deux camps ont réalisé qu'ils détruisaient leurs propres affaires de drogue. Le 25 septembre 1997, les Hells Angels et les Bandidos ont signé un accord de paix fragile à la télévision danoise. Lorsque les Bandidos sont venus en Belgique, ils ont apporté cette même mentalité de guerre nordique. La police fédérale belge les a immédiatement étiquetés comme une organisation criminelle aux côtés des Hells Angels, Outlaws et Blue Angels. Les Bandidos ont établi leur présence discrètement, mais les Hells Angels avaient pris leur décision. La Belgique leur appartenait et aucun autre gang international n'était le bienvenu. Les Hells Angels ont envoyé un message brutal. Leur cible était les Compadres, le club de soutien des Bandidos à Landen. Ils ont frappé avec précision, attaquant d'abord le président des Compadres chez lui et le battant jusqu'au sang. Ils l'ont ensuite kidnappé, le forçant à les conduire au clubhouse, où 7 membres se trouvaient à l'intérieur. Ignorant ce qui allait arriver, les Hells Angels ont fait irruption, brandissant des marteaux et des barres de métal, battant les 7 hommes et les hospitalisant. Le président a été forcé de regarder ses frères se faire détruire. Puis, les Hells Angels ont volé les gilets. Les couleurs, l'humiliation ultime dans la culture des motards. Un membre des Compadres a déclaré plus tard à la police « Cela pourrait être le début d'une guerre de motards en Belgique. Mais nous n'avons pas demandé cela. Nous sommes des gens sociables. Les Hells Angels sont les asociaux. Mais nous ne reculerons pas. » Cette défiance a défini la présence des Bandidos en Belgique. La fusillade de 2020. Le conflit ne s'est pas arrêté là. Le 16 juin 2020, à Flénu, des coups de feu ont retenti près de la rue du Moulin d'en Haut. Des travailleurs ont appelé la police après avoir vu 4 hommes s'enfuir dans une camionnette. Les cibles étaient 2 membres des Hells Angels et les attaquants étaient des Bandidos de la région de Charleroi. Un procès a suivi à Mons en février 2024 sous haute sécurité. Les tensions étaient vives car la police craignait des représailles des Hells Angels. Les Bandidos ont été accusés de tentative de meurtre, possession illégale d'armes et association pour commettre des violences. La guerre des motards de Belgique n'était plus seulement Hells Angels contre Outlaws. Les Bandidos se battaient aussi, discrètement, stratégiquement et refusant de reculer. La police belge craignait le potentiel d'alliance, se rappelant la Scandinavie et le Québec, où les guerres Bandidos-Hells Angels ont tué plus de 150 personnes. Une alliance Outlaws-Bandidos contre les Hells Angels aurait pu changer l'équilibre des pouvoirs et rendre la Belgique beaucoup plus dangereuse. Pourquoi les Bandidos comptaient ? Les Bandidos ont apporté des connexions internationales, des réseaux de drogue, des fournisseurs d'armes et une expérience de la violence extrême. Ils ont prouvé que la guerre des motards de Belgique était une bataille à 3 pour le territoire, les marchés de la drogue et la suprématie. Contrairement aux Outlaws, qui ont confronté les Hells Angels de front, les Bandidos opéraient discrètement, de manière calculée, frappant lorsque l'occasion se présentait. L'attaque des Compadres a montré la domination des Hells Angels. La fusillade de 2020 a montré que les Bandidos n'ont jamais oublié, jamais pardonné, et qu'ils se battaient toujours. La violence commence. L'attaque des Compadres. Les Hells Angels ont décidé d'envoyer un message brutal aux Bandidos. Puis, ils l'ont kidnappé et l'ont forcé à les conduire au clubhouse, où 7 membres des Compadres se trouvaient à l'intérieur. À la fin de l'attaque, les membres des Compadres ont été hospitalisés, tout en obligeant leur président à regarder. Pour compléter l'humiliation, les Hells Angels ont volé leurs gilets, l'insulte ultime dans la culture des motards. 2009. La guerre des tirs. En juillet 2009, la violence a escaladé à cause d'un incident apparemment mineur. Des membres des Outlaws ont renversé une moto appartenant au président des Red Devils à Moyskroen. Plus tard ce même jour, les Hells Angels et les Red Devils ont riposté, mettant le feu aux motos garées devant un clubhouse des Outlaws. Feu pour feu, mais ce n'était que le début. 4 octobre 2009, le raid de Kortrijk. 3 mois plus tard, les Hells Angels ont décidé que l'incendie criminel ne suffisait pas. Le 4 octobre 2009, des membres des Hells Angels et des Red Devils se sont rassemblés et ont pris d'assaut le clubhouse des Outlaws. À la fin de l'attaque,
3 membres des Outlaws étaient blessés et saignaient. Les Hells Angels et les Red Devils se sont échappés, mais la police les a finalement rattrapés. 6 Hells Angels et 2 Red Devils ont été jugés. Les 8 ont été reconnus coupables de tentative de meurtre. 2011. Le massacre de Maasmechelen. Le 20 mai 2011 était un vendredi normal. À Maasmechelen, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Un homme d'affaires local a organisé une petite réception pour son nouvel atelier de pneus sur Industrielaan. Des invités de la communauté sont venus, mais le propriétaire avait des liens avec les gangs de motards hors la loi, et cela faisait de lui une cible. 3 outlaws sont arrivés. Freddy Putt, 52 ans, membre complet. Jeff Benken, 58 ans, expérimenté. Et Michael Gerekens, 28 ans, le plus jeune. Ils ne savaient pas que quelqu'un les attendait déjà. Un membre des Hells Angels, Ali Ipeksi, était là. Ce qui a suivi a choqué toute la Belgique. Ipeksi a abattu les 3 hommes. Puis, lui et ses complices ont poussé les corps dans la voiture de Freddy Putt, l'ont conduite jusqu'à un canal à Eisdendorp et ont poussé la voiture dans l'eau. Cela s'est passé quelques jours après que les Outlaws aient ouvert un nouveau clubhouse à proximité. Le message était brutal. La Belgique appartenait aux Hells Angels. Défiez-les et vous finissez dans un canal. Le procès le plus cher de l'histoire belge. La police a finalement attrapé Ali Ipeksi et la Belgique s'est préparée à la guerre. Le procès est devenu le plus cher de l'histoire du pays, coûtant plus d'1 demi-million d'euros en sécurité seulement. Chaque jour, 50 agents gardèrent le palais de justice. Lorsque les 2 gangs apparaissaient, 180 étaient déployés. Des chiens détecteurs de bombes fouillaient la zone. Les rues étaient bouclées. Ipeksi a nié avoir appuyé sur la gâchette. Mais lorsque la police l'a confronté avec des preuves ADN, il a admis avoir aidé à jeter les corps. Le 6 février 2015, le verdict est tombé. Coupable de triple meurtre, Ipeksi a été condamné à 30 ans de prison, la peine maximale. Les funérailles de Freddy Putt se sont transformées en démonstration de force. Près de 200 outlaws de toute l'Europe ont roulé ensemble dans les rues belges. Un message tonitruant aux Hells Angels et à la police. Nous n'avons pas peur, nous ne reculons pas et nous n'oublions pas. L'enquête qui a suivi a été presque impossible. Les 2 gangs vivaient selon un code strict du silence. Personne ne parlait, personne ne témoignait. Les membres préféraient passer des décennies en prison plutôt que de trahir le club. Puis, les enquêteurs ont découvert quelque chose d'encore plus sombre. 2 des principaux suspects étaient des paracommandos de l'armée belge. Des soldats entraînés, travaillant comme exécuteurs de gangs. L'armée a rapidement lancé une enquête interne. Ils voulaient que tous les soldats liés aux gangs de motards soient exclus. L'idée que des commandos d'élite travaillaient comme tueurs à gages a secoué la direction de la défense belge jusqu'au cœur. Décembre 2012. Attaque de la veille de Noël. La guerre ne s'est pas terminée avec la condamnation d'Ipeksi. Le 24 décembre 2012, la veille de Noël. La violence à 2. Nouveau éclaté. Lors d'un concert de rock à Dilsen-Stockhem, des membres des Outlaws ont attaqué des Hells Angels. Même la veille de Noël, la guerre faisait rage. Les fusillades ont fait les gros titres, mais les autorités belges ont rapidement découvert quelque chose de plus profond. Ces gangs ne se battaient pas seulement pour la fierté, ils se battaient pour l'argent. La police fédérale belge a officiellement étiqueté 4 clubs de motards comme organisations criminelles. Les Hells Angels, Outlaws, Bandidos et Blue Angels. Les enquêteurs ont révélé que derrière l'image de fraternité, ces groupes dirigeaient des empires criminels massifs, trafiquant de la cocaïne et de la méthamphétamine, trafiquant des armes, extorquant des entreprises, blanchissant de l'argent, dirigeant des réseaux de prostitution et même effectuant des meurtres sur commande. Les Hells Angels seuls gagnaient des millions chaque année. Les Outlaws et les Bandidos n'étaient pas loin derrière. Les clubs de motards n'étaient que la surface. En dessous se trouvaient des syndicats du crime organisé avec une structure de type militaire et une discipline mortelle. Comment le gouvernement a riposté projet Highsider? En 1996, les autorités belges ont formé une unité de police spéciale appelée Highsider, un terme de motard désignant un accident violent. Le nom était approprié.
L'unité avait un objectif, démanteler les gangs de motards. Les agents ont recueilli des renseignements, suivi les déplacements, surveillé les entreprises et construit des dossiers criminels détaillés. Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec les forces de police internationales, car ce n'était pas seulement un problème belge, c'était un problème européen. L'emplacement de la Belgique en faisait un territoire idéal. Située au cœur de l'Europe occidentale, elle bordait les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Tous des pays avec une activité majeure de motards. Les experts ont noté que de nombreux gangs se sont déplacés vers la Belgique parce que les pays voisins avaient des lois anti-gangs plus strictes. La Belgique a interdit les Hells Angels en 1999, mais la mesure s'est retournée contre elle. Les clubs sont simplement passés dans la clandestinité, devenant plus difficiles à suivre et beaucoup plus dangereux. Les armes de guerre. La guerre des bikers belges était terrifiante à cause des armes utilisées. Ce n'étaient pas des voyous de rue avec des couteaux et des armes de poing. C'étaient des criminels organisés avec un armement de qualité militaire. Les gangs utilisaient des fusils automatiques et des mitrailleuses. Ils déployaient des grenades à main. Ils posaient des explosifs et des bombes. Ils portaient des gilets pare-balles et s'appuyaient sur du matériel de communication de qualité militaire. D'où venaient les armes ? Certaines provenaient de membres qui avaient servi dans l'armée, d'autres ont été achetées par l'intermédiaire de marchands d'armes internationaux. Et certaines ont été volées dans des bases militaires. Comment ? Ils contrôlaient le territoire. Les gangs n'utilisaient pas seulement la violence, ils utilisaient la peur. Les propriétaires de bars, les tatoueurs et les propriétaires de magasins de motos avaient le choix, payer de l'argent de protection ou faire face aux conséquences. Les témoins étaient réduits au silence par l'intimidation. Après l'attaque des compadres à Landen, la plupart des victimes ont refusé de parler à la police. Ceux qui l'ont fait ont fait face à des représailles brutales. Leurs maisons ont été brûlées, ils ont été battus et leurs familles ont été menacées. Les citoyens ordinaires ont appris à rester silencieux. Si vous viviez dans une ville avec un chapitre de motards, vous baissez la tête et vous fermiez la bouche. Les autorités belges étaient sur les nerfs car elles avaient déjà vu cela. Quelques années plus tôt, la Scandinavie avait été consumée par la Grande Guerre des bikers nordiques. De 1994 à 1997, les Hells Angels et les Bandidos ont transformé des parties du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande en zone de combat. Ils ont utilisé des lance-roquettes, des missiles anti-chars, des voitures piégées et des mitrailleuses. 11 membres de gangs ont été tués et 74 autres ont été ciblés pour meurtre. La violence n'a pris fin que lorsque les deux camps ont réalisé qu'ils détruisaient leurs propres affaires. La Belgique craignait de devenir la prochaine Scandinavie. Une guerre mondiale. La guerre des bikers belges n'était pas isolée. C'était une bataille dans une lutte mondiale entre des méga-gangs se battant pour le territoire. Les Hells Angels étaient les plus grands, avec plus de 6000 membres et 592 chapitres dans 66 pays. Les Bandidos arrivaient en deuxième position, avec 3000 à 3500 membres et 303 chapitres dans 22 pays. Les Outlaws se classaient troisième, avec environ 1700 membres dans le monde. Ces gangs fonctionnaient comme des multinationales. Ils avaient des hiérarchies, une gestion régionale et des règles strictes. Lorsque les chapitres belges sont entrés en guerre, ils n'agissaient pas de manière indépendante. Ils suivaient les ordres de la direction internationale et recevaient le soutien de chapitres à travers l'Europe et au-delà. Où en sont les choses ? Aujourd'hui, la guerre des bikers belges est entrée dans une phase de guerre froide. La violence ne s'est pas arrêtée, elle a juste changé. Les fusillades en plein jour sont rares maintenant, mais le conflit continue dans l'ombre. La police surveille toujours de près tous les principaux clubs de motards. Ils interceptent les communications et suivent les transactions financières. Les grands événements de moto nécessitent une sécurité massive pour empêcher les flambées. Les clubs se sont adaptés. Les dirigeants savent que la violence très médiatisée attire l'attention, donc les différends sont maintenant réglés discrètement, loin des caméras et des témoins. La guerre continue, mais dans l'obscurité. Le conflit a enseigné plusieurs leçons clés aux forces de l'ordre. Les interdictions ne fonctionnent pas. La Belgique a interdit les Hells Angels, mais les clubs sont passés dans la clandestinité, plus difficiles à contrôler. Les arrestations seules ne suffisent pas. Même avec des centaines de condamnations, de nouveaux membres continuent de rejoindre, attirés par le mode de vie hors la loi, la fraternité et l'argent.
La coopération internationale est essentielle. Ces gangs opèrent au-delà des frontières et la police doit faire de même. Suivre l'argent est la stratégie la plus efficace. Cibler les opérations financières, saisir les actifs, auditer les entreprises et poursuivre le blanchiment d'argent. Derrière les chiffres se trouvent de vraies personnes. Freddie Putt avait 52 ans avec une famille. Jeff Bunken dirigeait un pub et avait des amis qui l'ont pleuré. Michael Gerekens n'avait que 28 ans, avec sa vie devant lui. Ils ont choisi de rouler avec les Outlaws, pleinement conscients des risques. Leur mort montre le prix ultime du mode de vie des motards. Dans ce monde, la loyauté et la fraternité sont tout, mais cette loyauté peut aussi signifier une balle dans le dos et une voiture dans un canal. La guerre n'est pas finie. La guerre des bikers belges n'est pas terminée. Tant que l'argent, la drogue et le pouvoir sont en jeu, les gangs continueront de se battre. La fraternité l'emporte toujours sur la loi. De l'arrivée des Hells Angels en 1997, en passant par l'interdiction de 1999, les fusillades de 2009 et le triple meurtre de 2011, la Belgique a fait face à un ennemi qui ignore les frontières, les punitions et l'autorité. Les rues de Kortrijk, Maasmechelen et Landen sont tachées de sang. La police et les tribunaux ont dépensé des millions, mais les clubs perdurent. Les jeunes hommes sont toujours attirés par la vie hors la loi. Ce soir, quelque part en Belgique, des plans sont en cours d'élaboration. La paix n'est que le calme avant la prochaine tempête. La guerre des bikers belges montre que même dans l'Europe moderne, le code hors la loi règne toujours. Et quand il entre en collision, les résultats sont toujours brutaux. Son chapitre final n'a pas encore été écrit. La guerre des bikers belges prouve que même dans l'Europe moderne, le code hors la loi règne. La loyauté, le territoire et la vengeance entrent en collision. Et les rues ne sont jamais vraiment sûres. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir ce qui se passe lorsque les Mongols les plus dangereux de l'histoire frappent.